Il est entré dans la salle d'audience comme une bouffée d'air frais au milieu d'un procès étouffant. Deontay Nash, styliste de star, visage glamour, attitude flamboyante. Mais derrière les sourires et les éclats de rire, son témoignage allait faire frissonner la pièce, car ce qu'il avait à dire sur Diddy et Cassie n'était pas une anecdote légère, c'était un cri, un rappel glaçant de ce que la célébrité peut cacher de plus sombre. Deontay n'est pas un inconnu du monde de Bad Boy, il a travaillé pendant près de 10 ans avec le couple star, de 2008 à 2018, chaque jour ou presque aux côtés de Cassie, chaque semaine face à Diddy. Il les connaissait dans l'intimité des coulisses, là où les projecteurs ne brillent plus. À la barre, il parle avec naturel, il ne dit pas Diddy ni Sean Combs, il l'appelle Puff, comme on désigne quelqu'un qu'on a vu de trop près pour le mystifier. Et c'est justement ce qui donne de la force à ses mots, parce que Deontay ne livre pas des rumeurs, il raconte ce qu'il a vu, entendu, supporté. Cassie, il la surnommait Baby Girl, Cass. Diddy, lui, utilisait d'autres termes, des mots qu'on hésite à prononcer, des insultes brutales, humiliantes, bitch, slut, ho, des noms balancés à répétition, devant témoins, comme une routine toxique. Deontay l'a dit sans détour. Ces mots, Cassie les encaissait en silence, mais il la détruisait. Elle se repliait sur elle-même, elle pleurait, elle restait enfermée. Elle perdait pied et ce n'était que le début. Diddy ne se contentait pas de l'humilier, il la menaçait. Il lui disait qu'il diffuserait des vidéos intimes si elle ne lui obéissait pas. Il évoquait l'idée de les envoyer à ses parents, il disait qu'il la frapperait. Il lui promettait que ses chansons ne sortiraient jamais. Et à un moment, il aurait même menacé de faire quelque chose à sa famille, sans entrer dans les détails, juste assez pour semer la peur, juste assez pour qu'elle sache qu'il pouvait tout lui prendre. Et il le faisait, il contrôlait tout. Ses sorties, son look, sa coiffure. Il décidait si elle avait le droit d'être dehors et avec qui. Deontay, qui était pourtant un proche, s'est retrouvé lui-même dans la ligne de mire. Puff avait dit à Cassie de rentrer, de ne pas sortir avec lui, de rester à la maison, obéir ou subir. Ce que Deontay raconte, ce n'est pas seulement un homme jaloux, c'est un climat, une domination psychologique constante, une emprise. Et dans ce procès pour crime sexuel, ces mots viennent appuyer un point crucial. Pourquoi Cassie n'est-elle pas partie plus tôt? Pourquoi a-t-elle subi tout ça pendant des années? Parce que Diddy ne lui en laissait pas la possibilité, parce qu'il avait verrouillé chaque issue. Mais ce n'est pas tout ce que la cour a entendu ce jour-là. Le matin même, les jurés avaient déjà été secoués par les témoignages autour d'un autre événement, l'attaque contre Kid Cudi. Oui, le rappeur, l'ex de Cassie, celui qui, selon l'accusation, aurait été pris pour cible après sa relation avec elle. Le 22 décembre 2011, sa maison aurait été cambriolée, sa voiture, une Porsche noire, incendiée par un cocktail Molotov. Un acte de représailles, c'est ce que le parquet veut prouver. Ce matin-là, un policier de Los Angeles, Christopher Agnosio, est appelé à la barre. Il raconte sa réponse à un appel concernant un comportement suspect devant une maison des Hollywood Hills. Il est 8h20. Sur place, il remarque tout de suite un détail. Un SUV noir de marque Escalade, garé près de la propriété. Les vitres sont teintées, il ne distingue pas les passagers, mais il retient la plaque d'immatriculation. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que cette plaque va réapparaître plus tard dans le procès et qu'elle est enregistrée au nom de Bad Boy Productions Inc., la société de Diddy. Avec son partenaire, il entre dans la maison, personne à l'intérieur, mais ce qu'il voit les frappe. Des cadeaux de luxe, déballés, montres, sacs Chanel, des objets chers dispersés dans la cuisine. Or, plus tôt, Kid Cudi avait déclaré que ses cadeaux n'étaient à pas ouverts lorsqu'il avait quitté la maison. Un détail troublant qui rend le cambriolage encore plus crédible. Puis alors que les agents ressortent, ils aperçoivent à nouveau le SUV noir. Il circule lentement, revient sur les lieux. Cette trajectoire étrange rappelle un autre témoignage, celui de Capricorn Clark la veille. Elle avait décrit comment elle, Diddy et Ruben avaient suivi Kid Cudi à bord d'un Escalade, puis étaient revenus sur les lieux. Une coïncidence ou une confirmation visuelle? Mais l'audience ne s'arrête pas là, un autre témoin vient appuyer la gravité de l'événement, Lance Jiménez, enquêteur en incendie criminel. Lui, c'est un spécialiste, il ne laisse rien au hasard. Ce jour-là, il inspecte la Porsche noire de Kid Cudi, calcinée près du garage. Il observe un détail glaçant, le toit découpé. Pas brûlé, découpé, il voit aussi une bouteille en verre dans l'habitacle avec un tissu soyeux, une sorte de mouchoir de luxe, coincé dedans. L'odeur d'essence est partout.
Pour lui, aucun doute, ce n'est pas un accident, c'est un cocktail Molotov. Un acte délibéré, quelqu'un a rempli la bouteille d'essence, ajouté le tissu, découpé le toit de la voiture pour l'introduire, puis mis le feu. Il conclut que le feu a été maîtrisé, mais que les dégâts auraient pu être bien pires. L'explosion aurait pu embraser tout le garage, voire la maison. Dans la salle, certains jurés froncent les sourcils. Les preuves s'accumulent, les noms s'alignent, et au centre de tout, Sean Combs. Mais le coup de théâtre du jour ne vient pas des témoins, il vient d'un détail administratif, les empreintes digitales, ou plutôt leur disparition. Après l'incendie, Kid Cudi avait remis des cartes d'empreintes aux enquêteurs. Ces cartes ont mystérieusement été détruites. Lorsque l'enquêteur Jiménez est interrogé sur ce point, la défense explose, objection immédiate, demande de huis clos, puis accusation de partialité. Il crie au scandale. Pourquoi évoquer ces cartes détruites devant le jury ? Cela insinue que Diddy ou quelqu'un de son entourage aurait fait disparaître des preuves. La défense demande l'annulation du procès. Un Mistral, le juge refuse, mais le mal est fait. Les jurés ont entendu l'insinuation. On leur dira de l'ignorer, mais peut-on vraiment effacer une image une fois qu'elle a été imprimée dans l'esprit ? Quand les jurés reviennent dans la salle après cette pause tendue, l'ambiance est électrique. Ce n'est plus un simple procès, c'est un chant de mine émotionnel, juridique, personnel. Chaque mot, chaque soupir, chaque silence peut faire pencher la balance. Et le témoignage de Deontay Nash, bien que ponctué de sourires et d'une certaine légèreté, revient comme une gifle douce mais ferme. Ce qui marque, ce n'est pas seulement ce qu'il dit, c'est la manière dont il le dit, avec naturel, sans exagération. Il parle comme quelqu'un qui en a trop vu, comme quelqu'un qui n'a plus besoin d'en faire trop pour être cru. Et c'est là que réside la force de ce témoignage. Il ne dénonce pas seulement des insultes, il met en lumière un schéma, un système de contrôle, une manière d'exister où l'humiliation est quotidienne, où l'amour devient une cage, où la célébrité masque la terreur. Et en écoutant les détails de la relation entre Diddy et Cassie, les insultes devenues banales, les menaces de diffuser des vidéos, les pressions pour ne pas sortir, les règles imposées jusqu'à la coupe de cheveux, on comprend pourquoi Cassie est restée si longtemps. Elle n'avait plus d'oxygène, plus d'espace, plus d'alternatives. Tout cela, combiné à l'épisode glaçant du cocktail Molotov contre Kid Cudi, donne une cohérence effrayante au dossier. Ce n'est pas un fait isolé, ce sont des indices qui, ensemble, dessinent une trajectoire, celle d'un homme puissant, prêt à tout pour contrôler, pour intimider, pour effacer ceux qui dérangent. Et quand les enquêteurs viennent confirmer, pièce après pièce, ce que les victimes racontent depuis des mois, le doute commence à s'effriter. Ce SUV noir, il existe, il était là, il appartient bien à Bad Boy. Ces cadeaux ouverts dans la maison, ils étaient là, ce cocktail Molotov, il a bien été lancé, la bouteille, l'essence, le tissu, ils ont été retrouvés et les empreintes, elles ont disparu. Étrangement, alors, dans cette salle, tous comprennent que l'affaire dépasse largement le cadre d'une dispute amoureuse ou d'un conflit artistique. Ce que la justice tente de prouver, c'est qu'il s'agit d'un engrenage, d'un système organisé de coercition, de menaces, d'intimidation. Et face à tout cela, un styliste a osé parler avec sincérité, avec humour, mais surtout avec courage. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de partager autour de vous pour nous encourager. À la prochaine!